Il est 19h sur CNews. Merci d'être avec nous pour Face à Philippe Devilliers. Cher Philippe, bonsoir. Bonsoir Elliot. Bonsoir Geoffroy Lejeune. On a énormément de choses à traiter aujourd'hui ensemble, Philippe Devilliers. Mais aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la trisomie 21. Et vous avez souhaité commencer l'émission par cette tribune qu'on pouvait lire dans les colonnes du Figaro, d'une cinquantaine de chercheurs internationaux, experts de cette anomalie génétique, et qui appellent à renforcer les moyens pour la recherche et garantir l'inclusion des personnes concernées. C'est un combat qui vous est cher, Philippe Devilliers. Oui, c'est une journée importante pour moi, vous voyez, qui mérite une décoration intérieure. La journée de la trisomie, ça me rappelle le professeur Lejeune, qui était un ami. C'est l'homme qui a découvert, qui a détecté, qui a isolé la trisomie. Et quand le pape Jean-Paul II est venu à Paris, il est allé, son premier geste, il est allé sur la tombe, se recueillir sur la tombe du professeur Lejeune. C'est un homme éminent et qui m'a dit, 8 jours avant sa mort, « Tenez bon sur la vie, tenez bon sur les plus petits ». Et à chaque fois que je vois un enfant trisomique, je suis ému aux larmes. Parce que je me dis, mais qui s'en occupe? Et cette fondation Lejeune, présidée par un homme remarquable, qui s'appelle Jean-Marie Lemennet, je voudrais qu'on les aide tous. Et c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité qu'on mette le petit bandeau, je ne sais pas s'il est passé. Oui, l'appel aux dons pour la Fondation Jérôme Lejeune. À la Fondation Jérôme Lejeune, les personnes porteuses de handicap sont le cœur de leur engagement. Et c'est une fondation qui cherche un traitement aussi pour mettre en échec la défiance intellectuelle. Nous soignons pour permettre aux patients de mieux vivre et nous les défendons pour leur permettre de vivre. Ouais, voilà. Une civilisation, on mesure sa qualité à la manière dont elle s'occupe de ceux qui décrochent et des plus petits, de ceux qui parfois ne suivent pas. Et moi, à chaque fois dans la rue que je vois un petit enfant trisomique, je m'arrête. Je m'arrête en moi-même, je m'arrête pour moi-même en me disant qu'est-ce qu'on a fait pour eux. Or, on est dans un moment délicat où on parle de l'euthanasie. Et on sait ce que ça veut dire, l'euthanasie. On sait ce que c'est que l'eugénisme. Et au nom de l'eugénisme, évidemment, il y a une manière de faire disparaître la trisomie. Voilà, je vous parle avec mon cœur blessé d'un père, d'un Français. Vous savez, il y avait une photo de Gaulle avec sa fille, Anne. Et j'ai bien connu Chirac, qui avait... enfin, chacun a des malheurs. Donc, voilà. Et donc, la France est une grande famille. Voilà. Et donc, la famille, elle se tourne vers ceux qui en ont le plus besoin. Et eux, depuis le Covid, ils ont beaucoup moins d'argent, la Fondation Lejeune, alors qu'ils font un travail extraordinaire. Et il y a eu un appel de la recherche, des chercheurs, effectivement, dans le Figaro, vous l'avez souligné judicieusement, pour qu'on mette plus de moyens. Vous voyez, parce qu'un trisomique, il mourrait à 20 ans, à moins de 20 ans, il y a encore 50 ans. Aujourd'hui, il y a des trisomiques qui ont 60 ans. Et la Fondation Lejeune, elle s'occupe de 13 000 personnes. Voilà, uniquement avec des dons. 13 000 personnes qui sont les pensionnaires de la Fondation Lejeune. Et je me souviens très bien, la première fois que je suis allé voir le professeur Lejeune, à l'hôpital, Pasteur, il me reçoit et il avait sur ses genoux des petits-enfants trisomiques. Il était accablé d'enfants et il me dit « Pardon, excusez-moi, mais ce sont mes enfants ». Voilà. Et ça, j'avais trouvé ça incroyable. On avait du mal à parler parce qu'il y avait des enfants qui venaient. Voilà. Donc, bien sûr, il y a des gens qui nous regardent et qui trouveront ça ridicule, mais la grandeur d'une société, c'est l'attention aux petits. Il y a un lien entre la grandeur et la petitesse. Et c'était important de commencer par cet appel aux dons et cette mobilisation pour la journée mondiale de la trisomie. Autre sujet à présent, Europe 1 nous a appris cette semaine que le gouvernement s'apprête à envoyer un manuel de survie
en cas de conflit armé ou de crise sur le sol français, un livret d'une 20aine de pages qui détaillera les bons gestes à adopter si l'une de ces menaces arrivait. Calqué sur le modèle suédois, il sera envoyé à tous les foyers d'ici cet été. Est-ce que votre kit est prêt, Philippe de Villiers? Ils sont complètement tapés. Moi, quand ma femme m'a montré le truc, j'ai dit, voilà. Alors, j'ai un kit, moi. Vous avez un kit? Ouais. Et vous avez quoi dedans? Un kit personnel. Donnez-nous les éléments de votre kit. Vous êtes dans l'indiscrétion, toujours. On est ensemble, on est entre nous. Philippe, vous avez le droit de nous donner votre kit. Dans mon kit, j'ai une bouteille de pastis. Non, mais parce que c'est le kit de survie. Déjà, avec le Covid, ça m'a servi. Hein. Ensuite... Avec modération. J'ai un casque audio pour écouter l'Adieu à la France de Delerue, qu'on peut écouter 1000 fois, 10 000 fois, 100 000 fois. Et puis le Requiem de Forêt, si ça va trop mal, on se prépare. Et puis 2 livres que j'apporte, que j'ai prélevés dans ma bibliothèque. C'est l'anthologie de la poésie française de Georges Pompidou et Citadelle de Saint-Exupéry. Prenez pas Mémoricide? Alors, j'ai un stylo. Si, vous êtes sur la voie. Ah bah alors. Non, mieux que ça. J'ai un stylo et un petit bloc de papier pour écrire le tome 2. Oh! Eh oui. Ah, mais attendez, faites attention parce que ça peut être une information. Alors attention, ça c'est en cas de... C'est dans une grotte. Hein, c'est, oui. Quand il y aura les abris, parce que papa Macron va nous parler des abris, là, vous savez, bientôt, on va avoir les abris qui vont avec, vous voyez, des blocs de béton, etc. Et à ce moment-là, là j'écris. C'est une vraie info quand même. Il y a une suite attendez, moi, entre les lignes, je comprends que vous avez déjà votre stylo. Vous êtes déjà en train d'écrire le tome 2? Ah non, mais je n'ai pas dit ça. J'ai dit j'attends. Mais attendez, nous, on est journalistes. Vous venez d'avoir... Attendez, est-ce que vous comprenez ce qui se passe? C'est la guerre. Vous êtes au courant? Alors, il faut écrire vite. Il n'y a que Trump et Poutine qui ne sont pas au courant. À Riyad, ils font la paix, mais avec Macron à Bruxelles, on fait la guerre tous les jours. Là. Bon. Et le kit de survie, c'est quoi? Oui, revenons parce qu'on a beaucoup parlé de l'infantilisation pendant le Covid et on en parlera dans un instant du Covid. Mais ce kit, vous avez dit, ils sont complètement tapés. Mais qu'est-ce que ça dit de l'état de notre société? Vous avez vu les instruments, là. On peut les revoir, d'ailleurs. Oui, regardez, parce que... Oui. Radio à pile, médicaments, trousse de premier secours. Alors là, regardez, il y a une paire de lunettes de rechange et et des clés de voiture de rechange. Oui. Alors, c'est très intéressant. Ce kit a été pensé par l'État profond. Ce sont des gens, en général, les premiers dans la botte de l'ENA. Ils sortent, c'est les plus intelligents de tous les Français. Vous voyez, c'est les Saint-Simoniens. Et là, en fait, comme on est en guerre, ils préparent la guerre. Alors, moi, je dis la chose suivante. Quand j'ai vu les lunettes de rechange, je me suis dit, oui, évidemment, les lunettes de rechange, pour voir arriver les chars russes sur les Champs-Élysées, il vaut mieux avoir 2 paires de lunettes pour être sûr de les voir. Parce que si on ne les voit pas, on sera pris au dépourvu. Et puis ensuite, la clé de secours. Si ma voiture brûle, au moins, j'ai une clé de secours. Oui, voilà. Donc, la guerre est là, elle est proche. On a un kit de survie. Ça coûte combien? Justement, je n'avais pas le chiffre. Le budget pour ce manuel, je ne l'ai pas. Vous l'avez? Non, mais je voudrais bien l'avoir. Hein. Attendez, il y a meilleur journaliste que moi, Geoffroy Lejeune. Vous avez l'information ou pas? J'ai pas du tout. Faudrait demander. À mon avis, ça coûte aussi cher que l'Arcom. Oula! Oui. On les salue, l'Arcom. Oui. Ils sont très attentifs à notre émission. Oui. Bon, puisqu'on parlait d'infantilisation, Philippe de Villiers... Alors non, l'infantilisation, allons-y. Non, pardon, excusez-moi, mais là, je pense à Philippe Muret. Si Philippe Muret revenait, il referait sa lettre aux djihadistes. Pourquoi? Parce que vous parlez d'infantilisation et vous m'y faites penser. En fait, ce à quoi on assiste, il faut que les gens qui nous regardent comprennent. On assiste à l'infantilisation d'un peuple de consommateurs. Voilà. Et donc, qui mettent leur âme dans un caddie, le caddie laïque, obligatoire et universel.
Voilà où on en est. Bon. Et Philippe Muret, lettre ouverte aux djihadistes, de tête, je crois me souvenir, il disait, voilà, l'Occident va finir en Bermuda. Craignez le courroux de l'homme en Bermuda. Alors, craignez le courroux de l'homme en Bermuda. Excellent, Geoffroy. Et on continue. Craignez la colère du consommateur, du vacancier qui sort de ce camping-car. Vous nous imaginez vautrer dans nos loisirs, dans nos plaisirs, qui nous ramollissent. Eh bien, sachez, chers djihadistes, que nous sommes prêts à nous battre comme des lions pour défendre notre ramollissement. Chers djihadistes, vous voyons chevaucher vos éléphants de fer et de feu et entrer avec fureur dans notre magasin de porcelaine. Hélas, ce magasin de porcelaine est vide. Les propriétaires que nous sommes l'ont vidé de tout ce qui était entassé. Chers djihadistes, nous triompherons de vous. Nous vaincrons parce que nous sommes les plus morts. Voilà ce que m'inspire le kit de survie. Et puisqu'on parle d'infantilisation, Philippe de Villiers, il y a 5 ans, jour pour jour, nous vivions la première semaine confinée. Nous étions confinés parce que c'était la guerre contre un virus. Je voudrais qu'on écoute Emmanuel Macron, c'était le 17 mars 2020. Nous sommes en guerre sanitaire, certes. Nous ne luttons ni contre une armée, ni contre une autre nation. Mais l'ennemi est là, invisible, insaisissable, qui progresse. Et cela requiert notre mobilisation générale. Geoffroy Lejeune. 5 ans ont passé. Est-ce que vous pensez, Philippe, que nous sommes toujours confinés? Et qu'est-ce que vous retenez? Comment vous avez vécu cette période? Qu'est-ce que vous en retenez? Alors, en fait, ça ne sert à rien, Geoffroy, de commémorer ce qu'on a vécu. Ce qui est plus intéressant pour moi, à partir de ce qu'il vient de dire de votre question, c'est de me projeter, de dire, mais en fait, est-ce que c'est une parenthèse? Ou est-ce que ça va plus loin que la parenthèse? Et moi, je réponds, ça va beaucoup plus loin que la parenthèse. J'explique. Alors, c'est une analyse très originale, très personnelle. Peut-être qu'elle ne sera pas partagée, mais elle a le mérite d'exister et je voudrais bien qu'on vienne la critiquer. Alors d'abord, il faut partir de Davos. À Davos, il y a le grand pape de Davos, le pape du capitalisme global, qui a écrit un livre qui s'appelle The Great Reset. Et dans le Great Reset, le pape de Davos annonce ses couleurs. Il dit, la pandémie qui est devant nous, il écrit ce livre juste au début de la pandémie, la pandémie qui est devant nous doit être une fenêtre d'opportunité pour réinitialiser le monde. Chaque mot compte. Et en fait, réinitialiser le monde, il explique dans son livre que ça veut dire changer de monde, changer de société et imposer l'idéologie, je cite, du bien total. Écoutez-moi bien, du bien total. Alors j'explique le bien total. En fait, ils ont gagné. Pourquoi? Parce qu'on a eu 3 grandes mutations fondamentales que je voudrais énumérer devant vous. La première mutation, c'est on est entré dans un nouveau pays, le Wébistan. Le Wébistan, c'est un village global de ce qu'on pourrait qualifier, de ce qu'il qualifiait la post-société sans contact. C'est Davos qui dit ça, la post-société sans contact. Et ils appellent ça le citoyen numérique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, on a changé de voisinage et que la notion même de voisinage a changé fondamentalement. C'est-à-dire qu'on est passé du voisin géographique au voisin numérique, on est passé du voisin réel au voisin virtuel et on est passé du
du voisin prochain, mon voisin, au voisin lointain des réseaux. C'est-à-dire que le lointain est devenu un prochain, le prochain est devenu un lointain. C'est une désocialisation. Nous vivons sous le signe de la déliaison. Et dans le même esprit, c'est le renversement de toutes les charités élémentaires. Souvenez-vous de la recommandation. Si vous aimez vos proches et que vous voulez leur montrer votre tendresse et votre affection, alors ne vous approchez pas d'eux et ne les embrassez jamais. Vous vous souvenez de ça? En fait, c'est le plus bel oxymore dans toute l'histoire mondiale des charités élémentaires. Et ensuite, il y a l'idée suivante du ministre de la vérité d'Orwell, le docteur Véran, l'inénarrable docteur Véran, qui dit « Dénoncez votre voisin. S'il n'a pas son papier et son Ausweis pour sortir, s'il essaye d'enterrer sa grand-mère comme ça en douce, etc., dénoncez votre voisin. » La société de la dénonciation. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième mutation, plus subtile, c'est le passage du pouvoir au biopouvoir. Le pouvoir contrôle des individus sur des territoires, c'est-à-dire qu'on contrôle les territoires et les populations. C'est vieux comme les Grecs et les Romains. Le biopouvoir contrôle les corps. Et c'est pas rien. C'est-à-dire qu'en fait, on passe à la société disciplinaire. Ce sont les sociologues qui disent ça, c'est pas moi. On passe à la société disciplinaire, l'enfermisme revendiqué, l'enfermisme accepté, et mieux que ça, on passe à la servitude volontaire. C'est-à-dire, souvenez-vous, les concerts de casseroles. C'est-à-dire, les gens étaient à leur balcon, peut-être les gens qui nous regardent, et ils tapaient sur les casseroles en disant « Merci, papa Macron, merci de nous avoir enfermés ». Les gens étaient contents. Si les Grecs et les Romains nous regardaient, ils diraient « Mais quel est ce peuple? Où en est-il » Et ça va plus loin. Le biopouvoir, c'est le droit pour l'État de disposer des corps. Et là, en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'on est en train de faire à la suite du Covid? On touche à deux mythes fondamentaux pour notre civilisation. Le mythe d'Antigone, le droit d'enterrer son frère. Souvenez-vous, c'était fini, on n'avait plus le droit d'enterrer sa grand-mère. Et le droit à la vie, c'est-à-dire le serment d'Hippocrate. Et donc un État qui se permet d'interdire d'enterrer la grand-mère et de laisser mourir les gens dans les EHPAD, tout naturellement, il fait l'avortement constitutionnel, et puis demain, le suicide assisté dans les EHPAD pour réguler les EHPAD. Troisième mutation fondamentale, c'est la plus importante. Et je termine par là. C'est la moins spectaculaire, c'est la plus importante. On entre dans un nouvel ordre. C'est l'ordre des Khmers verts. Il est sorti de là. Pourquoi? La phrase de Macron, vous auriez pu effectivement sélectionner également. Le 13 décembre 2020, je m'en souviens comme si c'était hier. Il s'adresse aux Français et il leur dit « La crise que nous vivons doit nous conduire à réorienter nos modèles économiques pour les rendre plus verts. » Ça y est, on y est. Derrière, le Great Reset change de monde et impose ce qu'on a appelé un sanatarium pseudo-écologique. C'est-à-dire qu'on considère que le virus successeur du Covid, c'est le CO2. Et donc, tout naturellement, et je réponds à votre question, cher Elliot, on a eu le confinement sanitaire et on a le début du confinement écologique. Qu'est-ce que c'est les ZFE? C'est l'idée que la manière de se déplacer doit avoir des bornages qui sont fonction du CO2. Et le dérèglement climatique est considéré comme le nouvel avatar de ce que fut le CO2, c'est-à-dire un dérèglement de la société tout entière. Le Green Deal, le fameux Green Deal, est sorti du Covid. Et je rappelle
Klaus Schwab, ce qu'il a dit dans sa conclusion, il dit « Nous allons vers la fusion des 3 identités, l'identité physique, l'identité numérique et l'identité biologique. » Méfiance. La publicité. On revient dans un instant pour la deuxième partie de Face à Philippe de Villiers. De retour pour la suite de Face à Philippe de Villiers. Et Philippe, nous allons parler du drame de Crépol. Pourquoi le drame de Crépol, qui a été un traumatisme national? Parce que cette semaine, 3 journalistes ont publié un ouvrage revenant sur ce drame et dans lequel ils considèrent que l'idéologie a empoisonné le dossier. Et ils parlent de la mère de Romans-sur-Isère, Marie-Hélène Toraval. Parmi ces auteurs, il y a Jean-Michel de Cugiste, qui est un journaliste police-justice. Je vous précise juste ce qu'il avait pu dire dans les colonnes du Nouvel Obs sur la mécanique du mensonge et la rumeur qui s'est mise en place. Il dit très vite, un élu d'extrême droite a parlé d'actes racistes, le hashtag francocide est monté sur les réseaux sociaux, CNews s'en est emparé, et puis un peu plus loin, il explique que la mère de Romans a elle aussi pris le dossier en quelque sorte en main et a jeté de l'huile sur le feu. Alors depuis qu'ils ont publié cet ouvrage et qu'ils ont été interviewés, ils ont été menacés sur les réseaux sociaux, visiblement, puisque Grasset cite le texte de menace qui vise les auteurs, et certains internautes leur souhaitent, par exemple, le sort réservé aux collaborateurs après la libération. L'éditeur et les auteurs entendent signaler tous les messages ou propos haineux aux instances judiciaires. Mettons tout ça de côté, et nous, on n'a qu'une question à se poser, Philippe de Villiers. Est-ce que le drame de Crépol est un fait divers ou un fait de société? Alors, il faut distinguer un fait divers d'un fait de société. Pour répondre à la question, oui. Un fait divers, c'est un geste individuel, c'est le mal qui rôde dans l'âme humaine, c'est un acte maléfique, mais qui n'engage pas la société. C'est la différence avec un fait de société. Un fait de société touche au fondement de la société. Si vous me permettez une métaphore, si quelqu'un entre chez vous, met le bazar et casse les assiettes dans la pièce principale, c'est un fait divers. Si les murs tremblent, les murs de la maison, et s'effondrent sur la famille, c'est un fait de société. En d'autres termes, c'est la différence entre une rixe et un raid. Une rixe, c'est un fait divers. Un raid, c'est un fait de société. Donc là, on est devant un bal qui a mal tourné. Et donc, on a des journalistes de haut niveau qui ont eu apparemment accès au dossier du procureur, alors que le procureur n'a jamais fait de conférence de presse, et qui nous expliquent que c'est un fait divers. Moi, j'ai un souvenir personnel. J'étais sur le terrain de foot à Boulogne avec mon frère et mon père, l'Étoile sportive de Boulogne, et on vient d'apprendre que dans la nuit, il y a eu un drame épouvantable. Toute la France ne parle que de ça. C'est Saint-Laurent-du-Pont. Un tourniquet, et le bal, tout s'est effondré, et il y a eu 160 morts. Enfin, c'était épouvantable. Fait divers. C'est un bal qui a mal tourné, c'est un fait divers. Crépol, c'est pas un bal qui a mal tourné, non, c'est autre chose. On est devant 3 phénomènes à Crépol, qui sont incontestables. Le premier phénomène, c'est une expédition punitive, c'est-à-dire un acte de délinquance, de conquête territoriale. Je repense à l'archipélisation de Jérôme Fourquet. Là, la nappe s'étend, on va des îles conquises de nouvelles souverainetés aux îlots protégés, c'est-à-dire on passe des quartiers aux campagnes perdues. Ça, c'est le premier phénomène. Le deuxième phénomène, c'est un acte de racisme anti-blanc. Il y a 9 témoignages de gens qui ont entendu « on va planter du blanc ». Et il y a un troisième phénomène, je le disais à l'instant, le silence du procureur, et parallèlement, on n'a jamais connu les noms. Ça recommence, Mathéo et Kevin Darmanin. Le seul nom qu'on a connu, c'est le fameux Gros Lardon. Donc en fait, il y a eu
une tentative d'esquive. Et face à cela, il y a quelqu'un qui se lève, Marie-Hélène Toraval. Moi, je voudrais lui dire quelque chose à Marie-Hélène Toraval. Elle me rappelle Maupelier. Le courage s'accomplissait en lui que la marche ou la respiration. Et elle me rappelle Solzhenitsyn qui me dit chez moi un matin, il dit, oh, vous parlez de l'intelligence française, parce que je parlais de l'intelligence de Giscard, tout ça. Il dit, vous savez, l'intelligence française, oui. Mais ce qui manque, c'est le courage. Le courage français se perd. Et elle incarne le courage français. Or, qu'est-ce qu'elle dit, en fait ? Elle dit, voilà, premier fait de société, les attaques au couteau se multiplient, il y en a 120 par jour. Donc là, on avait bien un fait de société qui génère des faits de société. Ensuite, deuxième fait de société, le racisme anti-blanc qui se multiplie. Et troisième fait de société, les quartiers. Regardez la sémantique des quartiers. Au début, c'était du temps de Borloo, c'était les quartiers populaires. Après, c'était les quartiers sensibles. Après, c'était les quartiers de non-droit. Et en fait, maintenant, c'est les quartiers souverains. Et Sabrina Medjeber, avant-hier, a eu un éclair, un propos tout à fait remarquable, d'une lucidité incroyable. Elle dit mais pourquoi il n'y a pas de balles dans les cités? Et pourquoi la mixité homme-femme n'existe pas dans les quartiers? Parce que la nièce, la fille, la sœur, elles n'ont pas le droit de sortir le soir, sauf à apparaître pour des filles faciles avec ce qu'on peut imaginer qui leur arrive. Voilà. Donc en réalité, la submersion migratoire dont parle Madame Toraval, elle est sous nos yeux. Et d'ailleurs, il ne se passe rien. Il n'y a pas de loi, on ne touche pas à la ME, les pompes aspirantes sont toujours en place. Et les subventions, j'ai vérifié tout à l'heure avant de venir, les subventions aux associations, les fameuses ONG qui protègent les migrants comme à la... Gaieté Lyrique. Comment, à la Gaieté Lyrique, l'argent continue à couler, 1 milliard à peu près. Vous voyez. Donc, voilà, Crépol. Autre sujet, et je sais que ce sujet vous tient aussi à cœur et que vous avez été l'un des premiers à en parler et dénoncer ce qui se passait. On en parle régulièrement dans cette émission depuis le 16 novembre 2024, très précisément, à savoir ce jour où a été arrêté, c'était un samedi si je ne m'abuse, Boualem Sansal, détenu par le régime algérien depuis. On apprend que le parquet a requis 10 ans de prison ferme contre l'auteur pour atteinte à l'intégrité territoriale de l'Algérie. Le verdict sera prononcé la semaine prochaine et je vous propose d'écouter la déclaration d'Emmanuel Macron. J'ai confiance dans le président Tebboune et sa clairvoyance pour savoir que tout ça n'est pas sérieux et qu'on a affaire à un grand écrivain qui plus est malade. Et donc je pense qu'il doit retrouver sa liberté, la capacité à se soigner. Et je souhaite qu'on puisse trouver une issue rapide à cette situation qui est une situation humaine, humanitaire et de dignité pour tout le monde. Voilà, je pense que c'est très important. Et c'est très important aussi pour l'Algérie. Geoffroy Lejeune. Alors faut-il avoir confiance, Philippe, en la clairvoyance du président d'un pays qui se comporte avec nous comme il se comporte avec nous et qui exige que Boualem Sansal change d'avocat parce qu'il est juif? Moi, je vais vous dire, je suis très mal à l'aise, là. Ce qu'on vient d'entendre, je vous ai fait répéter le mot clairvoyance. Attendez, Macron dit, M. Tebboune, sa clairvoyance. Alors qu'on a un grand écrivain francophone, franco-algérien, qui est en train de mourir, qui va mourir. Parce que 10 ans, compte tenu de son âge, dans 10 ans, il ne sera plus là. Et... En fait, il y a deux questions. En écoutant Macron, je me disais, il y a deux questions que je vais poser devant vous. Première question, pourquoi il n'est pas défendu? Et deuxième question, pourquoi il faut le défendre? Pour que les téléspectateurs aient les idées claires. Pourquoi n'est-il pas défendu? À mon avis, pour 3 raisons, les 3 soumissions. La première soumission, c'est la soumission d'un État confédéré. La France est un État confédéré. Ce n'est plus un État unitaire, confédéré à l'Algérie. On parle de 6 millions ce matin, chez Pascal Praud, Xavier Driancourt parlait de 6 à 7 millions d'Algériens en plusieurs générations, en France.
et qui pèse sur l'État. Et donc, le gouvernement en a peur des émeutes. Et on ne fait rien. Riposte graduée. Il n'y a plus de représailles massives. Riposte graduée. Parce qu'on a peur. Voilà. La première soumission d'un État confédéré. La deuxième soumission, c'est la soumission à Bruxelles. Vous savez que Bruxelles a été saisie. Et Bruxelles n'a pas voulu répondre. Bruxelles n'a rien dit. Pourquoi? Parce que Bruxelles est en train de négocier un accord gazier. 20% du gaz européen vient de là-bas, entre l'Algérie, l'Azerbaïdjan, etc. Tous nos amis, les amis de Madame von der Leyen, l'impératrice. Et la troisième soumission, c'est la dimitude. En fait, ce que pense Emmanuel Macron, je suis sûr, s'il était en face de moi, je lui dirais les yeux dans les yeux, je sais ce que vous pensez, le dossier n'est pas très bien et pas défendable. Pourquoi? Parce qu'il sait, il a entendu comme moi la phrase de Boualem Sansal. Ah, vous parlez de choc de civilisation, messieurs. Il n'y aura pas de choc de civilisation parce que vous êtes déjà couchés. Et donc, pourquoi il faut le défendre? Il faut le défendre parce que c'est un visionnaire, d'abord. Un visionnaire, c'est-à-dire qu'il nous a dit deux choses, il nous dit deux choses depuis des années, depuis des décennies. Et il nous dit, quittez votre mauvaise conscience coloniale, sinon vous ne ferez rien vis-à-vis de l'Algérie. Puisque pour l'Algérie, le patriotisme anti-français et le pétrole sont les deux ingrédients du maintien au pouvoir. Et ensuite, il nous a dit, attention à l'islamisation de vos banlieues, regardez ce qui est arrivé chez nous, ça va vous arriver chez vous. Et ensuite, c'est pas simplement un visionnaire, c'est un symbole. C'est-à-dire que c'est un écrivain qui aime la langue française comme aucun Français. Vous savez, la langue, c'est le sang de l'âme. C'est le sang de l'âme d'un peuple. Il est de notre peuple, plus que chacun d'entre nous. Et il n'y a pas très longtemps, Bérénice Levé, d'excellente philosophe, a fait un papier dans le Figaro où elle citait le film César et Rosalie. Et à un moment donné, il y a Rosalie qui dit à César « Ce qui me tourmente, ce n'est pas ton silence, c'est ce qu'il signifie. Comment le nommer? L'oubli, la flétrissure, le mépris. » Et je me souviens un jour de Boualem Sansal qui me disait, vous savez Philippe, c'est pas le fait de se mettre à genoux qui est honteux, c'est le fait de ne pas s'en rendre compte.